Bonsoir, madame, messieurs. Et aujourd'hui, c'est le 1er mai 2022. Merci d'être au rendez-vous de votre magazine Info 7. Le 1er mai, une journée dédiée aux travailleurs. Alors, à cette occasion, nous souhaitons une très bonne journée et surtout un bon mois à tous les travailleurs de la République démocratique du Congo. Info 7, votre magazine qui analyse l'actualité de la semaine. Actualité de la semaine, la situation sécuritaire, nous allons parler de cela dans ce magazine, mais également nous parlerons des assises tenues dans le Haut-Katanga, des assises qui ont connu la participation du président de la République. Est-ce que les deux peuples vont désormais, donc les Kassayans et les Katangais, vont désormais vivre loin des propos haineux, oui ou non? Nous avons un invité sur ces plateaux. C'est pratiquement une personne qui est déjà passée plusieurs fois sur les antennes de Congo Web Télévision. C'est le professeur Kalele, président du FNTC. C'est un parti politique, le Front pour un nouveau type de Congolais, un parti politique membre de la coalition Lamuka. Bonjour, bonsoir professeur. Bonjour, bonsoir madame. Professeur, comment vous allez? Bien comme toi-même. Je me porte bien. C'est le 1er mai, bonne fête de travail. Merci réciproquement. Merci beaucoup professeur. À l'occasion de cette célébration, qu'est-ce que vous pouvez dire aux travailleurs de la RDC? Les travailleurs de la RDC, on peut traditionnellement leur souhaiter bonne fête, mais sur le terrain, on sait que leurs conditions de vie laissent à désirer. Et ça, c'est depuis des années. C'est depuis des années, je dirais même depuis après l'accession du pays à l'indépendance. Les conditions de travail, les conditions de vie des Congolais n'ont fait que se détériorer. Et pourquoi alors c'est la professeure, si c'est depuis l'indépendance, au lieu qu'on ait une évolution, mais on constate que la situation se dégrade davantage? Qu'est-ce qui se passe? Madame, je rappelle que au lendemain de l'indépendance, après la mutinerie de la force publique, le général Yansens, qui dirigeait à ce moment-là la force publique, s'adressant aux militaires congolais, leur a dit: cessez de faire du bruit, après l'indépendance sera comme avant l'indépendance. Sera comme avant l'indépendance. C'est-à-dire que rien ne va changer. C'était un prophète de malheur. C'était un visionnaire. Il savait ce qu'il disait, et effectivement, malheureusement, sa prophétie s'est réalisée. Lumumba a voulu changer cette situation. Je vous réfère à son discours du 30 juin et à l'hymne national. Nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. Lumumba a été tué. Il y a eu des sécessions au sud Katanga, au sud Kassai. Les Belges ont vidé les caisses de leur société. Ça, ce sont les Belges. Il y a eu des troubles un peu partout. Le peu d'infrastructures qui nous restaient sont partis. Depuis, nos salaires n'ont fait que dégringoler. Plus tard, avec Mobutu, nous avons connu le Fonds monétaire, la Banque mondiale. Mobutu s'est vanté d'être l'élève modèle Fonds monétaire international. Vous avez connu les dévaluations. Vous avez connu les hausses de prix de produits
de première nécessité. Mais professeur, pourquoi cette situation? Parce que justement, c'est ce qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas? Où est-ce que ça bloque pour que les choses puissent changer? Très simplement, madame, et à l'intention et de vous-même et de ceux qui nous suivent. Quand nous avons demandé l'indépendance, au Congo comme dans d'autres pays d'Afrique, ce que nous avons changé, c'est seulement les acteurs. On a changé les acteurs, mais on n'a pas changé les structures économiques, politico-juridiques, socio-culturelles qui étaient mises en place par les colonisateurs. Donc, il fallait mettre en place des structures qui tenaient compte de la réalité au Congo. Non. Oui, quand le colonisateur est venu ici, il est venu à la recherche de son bonheur. Exactement. Et pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire s'enrichir, il a dû mettre en place les structures qui lui permettaient d'atteindre cet objectif. Vous le savez très bien. Les Congolais, parce que vous êtes Congolaise comme moi, avaient un artisanat ici. Ils se fabriquaient des outils, des houes, des calebasses. Ils avaient une agriculture. Mais le colonisateur a analysé tout ça. C'était une agriculture de subsistance. Produire pour vivre. Quand il vient, il remplace cette agriculture par les cultures obligatoires. Vous ne produirez plus aujourd'hui pour vivre vous-même, vous produirez ce dont j'ai besoin pour aller vendre. Le café, c'était ça l'esprit. Oui, oui, voilà. Oui. Le café, le coton. Vous ne mangez pas le coton. Mais dans cette organisation économique, ils décident le coton, ça vous prendra 10 mois l'année. Les haricots, le manioc, le riz, etc., ça vous prendra simplement 3 mois. Il y a eu un très grand déséquilibre au détriment de produits vivriers pour les Noirs. On a commencé à connaître la faim. Donc tout est parti de là. La chasse, la pêche était réglementée. Vous n'aviez même plus le temps de faire la tâche, la pêche. La pêche, la chasse. La chasse. Vous étiez au service du colonisateur. Votre alimentation en a subi un très grand coup. Alors aujourd'hui, vous êtes politicien et puis vous êtes professeur d'université. Comment est-ce que la République démocratique du Congo peut remédier à cette situation? C'est très simple. Vous tirez simplement une conclusion en forme de déduction. Au même moment où nous changions des acteurs, nous remplacions les blancs par les noirs, il fallait prioritairement changer aussi les structures économiques qui étaient d'exploitation, les structures juridico-politiques qui étaient de domination, les cultures, les structures socio-culturelles qui étaient de dépersonnalisation. Ça, on n'a pas fait. On a fait ce que Mongolo Diaka nous a reproché. Le camion est en panne. Au lieu de réparer la panne, vous vous contentez de changer seulement de chauffeur. Est-ce que le camion va démarrer? Comment vous espérez, vous,
développer un pays en travaillant sur des structures de sous-développement. C'est pour cela que ça ne marche nulle part en Afrique. Et vous avez ajouté là le Congo aussi, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. J'ai beaucoup écrit là-dessus. Basusu Nabisengo, Basusu Namawa. Mais quand vous signez un contrat avec le Fonds monétaire international. Et la Banque mondiale? L'une des choses qu'on vous demande, madame, c'est la dévaluation de votre monnaie. C'est la mise en chômage des citoyens. C'est la hausse des prix. Alors que vous signez avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale? Mais tous les gens, tous les universitaires sérieux le savent. Donc le FMI, nous voyons le FMI qui est rentré avec force avec le régime de Félix Antoine Tshisekedi, c'est-à-dire que Tshisekedi a vendu tout ce que vous venez de dire? Il n'y a pas de problème d'individu Tshisekedi, Kalele, Noëlla. Je parle d'une politique. D'une politique. Qui a été décriée partout. Quand vous prenez la décennie 80, vous avez connu des émeutes en Zambie, Madagascar, Tunisie, Maroc. C'était contre le Fonds monétaire et la Banque mondiale avec ces exigences-là de dévaluation, de mise en chômage, de suppression des avantages sociaux, d'imposition de la dictature, du tribalisme et de la super-religiosité. Vous voyez ici, quand les Asiatiques viennent, c'est qu'ils marchaient un peu partout. Aujourd'hui, c'est dans plusieurs provinces de la RDC qu'on trouve qu'ils marchaient. C'est partout. Mais contre qu'ils marchaient, vous construisez quoi? Des églises? Combien d'églises par avenue ici qui prient du matin au matin en faisant beaucoup de bruit? Eux là, ils font de l'argent chaque jour dans tous les coins. Comment vous pouvez espérer avoir un même niveau de vie? Professeur, prenons à présent le premier dossier de ce magazine Info 7 et je vous rappelle également que le samedi dernier, on a célébré la journée dédiée aux enseignants et les enseignants de la République démocratique du Congo ont également commémoré cette journée. La voix des sans-voix s'est dit vivement préoccupée par le non-respect de la liberté de manifester en RDC, se traduisant par la répression des manifestations publiques. Le cas de la répression jugée brutale et sanglante du 22 avril dernier, alors que les militants décidés disaient non à la nouvelle loi électorale. Il a été dénombré plus de 20 blessés, dont 3 grièvement, qui ont été touchés par balles réelles tirées à bout portant par des policiers. Pour la VSV, la répression de la manifestation du 22 avril 2022 viole le droit à la liberté de manifester garanti par la Constitution de la République démocratique du Congo. La voix des sans-voix pour les droits de l'homme dénonce et condamne fermement la violation du droit à la sécurité et au respect de l'intégrité physique garantie à toute personne humaine, ainsi que le traitement cruel, inhumain ou dégradant infligé à certains manifestants par des policiers. La voix des sans-voix sollicite l'intervention du chef de l'État pour mettre fin, dit-elle, aux répressions des manifestants à Kinshasa. Il est plus que temps que tous ceux qui prétendent travailler pour la République démocratique du Congo et pour le chef de l'État mettent impérativement tout en œuvre pour le respect des droits humains en lieu et place de méconnaître et mépriser les droits fondamentaux de la personne humaine.
La Voix des sans-voix pour les droits de l'homme invite les autorités congolaises à diligenter une enquête impartiale et indépendante en vue d'identifier les auteurs et les commanditaires de cette répression policière afin qu'ils répondent de leurs actes conformément à la loi. La Voix des sans-voix souhaite que toutes les victimes et le parti SID soient indemnisés pour les préjudices subis. Le bilan d'une année du gouvernement Sama Lukonde est globalement négatif, et encore que c'est un euphémisme, le bilan est désastreux. Et quand un gouvernement se constitue en ayant comme critère pour tout celui qui va en être membre, comme militantisme et loyauté au chef ou à l'IDPS, au mépris des compétences, vous ne pouvez rien entendre de bon. Je vais prendre 3 secteurs. Celui de la sécurité. Ils ont décrété l'état de piège ou l'état de siège, si vous voulez. 8 mois après, nous comptons le nombre de morts par des milliers. Si les plans sociaux, quelques projets agricoles qu'ils avaient promis de financer ne l'ont pas été. Le Congo importe tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, d'après les agences des Nations Unies, comme les FAO et autres, 27 millions de Congolais sont dans l'insécurité alimentaire. Si les plans financiers, là n'en parlons pas, c'est le gouvernement Sama Lukonde, pendant ces une année, nous a habitués qu'avec des détournements de millions, il ne détourne pas $100, des millions, et les dépassements des prévisions budgétaires et au gouvernement et à la présidence, c'est une trahison, c'est même un aveu d'échec, mais aussi le régime Tshilingelo a fait preuve de naïveté, et voire même de complicité en posant l'acte de négocier avec des groupes armés. Le 30 avril dernier, c'était la journée de l'enseignant, professeur Kalele, gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Comment trouvez-vous cette gratuité? Bon, madame, lorsque on a parlé de la gratuité de l'enseignement, les Congolais qui ne connaissent pas l'histoire de ce pays ont tous applaudi. Ils avaient raison, compte tenu aussi de la précarité des conditions de vie des parents. Mais vous savez très bien que sous le régime colonial, cette gratuité existait déjà. Nous avons étudié vers la fin du régime colonial. On ne payait pas les études au primaire. On ne payait pas les cahiers. On n'achetait pas les porte-plumes. Tout était donné à l'école. On n'achetait pas les livres. Tout était donné à l'école. Et c'est parti quand cette pratique-là? Oui. Et cette pratique, elle a pris en charge des enseignants par les parents. Cette histoire-là, madame, arrive avec nos amis dont nous venons de parler, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Encore eux. C'est eux qui ont fait pression sur Mobutu pour diminuer les dépenses de l'État, réserver l'argent pour rembourser leurs dettes. Ça va commencer avec les universités. On va supprimer les bourses d'études. On va supprimer le logement.
les buanderies, on va supprimer renvoyer le personnel de la maintenance à l'université. Tout ça pour payer la dette. On va supprimer le transport. Les universités disposaient d'importants charrois automobiles entretenus par l'État. Tout cela, on a supprimé. Et la Banque mondiale, le Fonds monétaire, ont fait pression sur l'Église catholique et l'Église kimbanguiste pour convaincre les parents de prendre en charge les enseignants au prétexte que l'État était incapable d'assumer ses responsabilités. Donc c'est l'Église catholique et l'Église kimbanguiste qui ont donné... C'est ces deux églises-là qui, convaincues par la Banque mondiale, le Fonds monétaire, à travers Mobutu, ont fait entériner la décision de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de faire supporter les études des enfants par leurs parents. Ça, c'est l'histoire. L'église catholique et l'église kimbanguiste. Ça, c'est dans l'histoire. Ah, madame. Okay. Mais vérifiez si vous avez d'autres informations. Non, non. En fait, ce sont des informations que vous révélez à la population. Mais la population sérieuse connaît cette histoire-là, que le point de départ, c'est le Fonds monétaire international. On peut dire en complicité avec ces deux églises. L'État, Mobutu, qui était leur agent et qui se vantait d'être l'élève modèle du Fonds monétaire international, on est passé par des institutions qui avaient une très grande audience, les églises chrétiennes, je répète, l'église catholique et l'église kimbanguiste. Les parents ont fini par être convaincus que pour que leurs étudiants, leurs enfants continuent à étudier, nous allons nous-mêmes payer les enseignants. Mais au fur et à mesure que nous avancions, vous avez vu le taux augmenter le taux d'analphabétisme parce que les parents, eux aussi prolétarisés, ne pouvaient pas tenir le coup. C'est comme ça qu'on a commencé à revenir, dire l'État doit prendre ses responsabilités. Ça, c'est l'histoire pour chaque intellectuel sérieux. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes, mais qui ne sont pas intellectuels, qui ne savent même pas lire et écrire. Et je sais également qu'il y a beaucoup de Congolais qui ne lisent pas, qui n'écrivent pas, qui sont dans les ndombolo. Et lorsque... Mais quand vous parlez de ces ndombolo-là, on accuse quand même les politiciens qui ont largement contribué à cette situation. Oui, les politiciens. Vous avez vos politiciens là. Il y a politiciens et politiciens. Il y a des politiciens qui conçoivent le développement de leur pays, qui s'y mettent, qui ont des plans de développement. Il y a des politiciens fonctionnaires qui sont en politique pour avoir leur salaire à la fin du mois. Ils ne maîtrisent pas les arcanes économiques, politiques et socio-culturelles. Notre politique dans le tiers-monde est conçue ailleurs et on nous l'a fait appliquer. Vous voyez comment les gens ici
Quand on parle de guerre à l'Ukraine, ça devient votre affaire. Mais Vous êtes on dit concerné à quoi? que la guerre en Ukraine a quand même impacté aussi, a touché quelque part la République démocratique du Congo, notamment avec la situation carburant, hausse de prix, Madame, même le pain aussi. je veux bien. C'est pas vrai, professeur? Je suis d'accord avec vous. La hausse des prix, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais on lit actuellement cette hausse de prix de certains Ça c'est avec la guerre. C'est la propagande capitaliste contre le communisme. Comment ça, professeur? Oui, mais quoi? Alors que la situation a impacté plusieurs pays, négativement d'ailleurs plusieurs pays. Quand il y avait des hausses des prix sous Mobutu ici, il y avait la guerre à l'Ukraine. Hein? Les prix augmentaient chaque jour. Je vous ai dit, quand vous signez un accord avec le Fonds monétaire international, l'une des conditions, c'est la libéralisation des prix. Là, il n'y avait pas la guerre avec l'Ukraine. Vous avez vu les prix monter. Vous avez même vécu quand Tshisekedi père devient Premier ministre, ulcéré par les dévaluations quotidiennes du franc congolais, il a dû prendre une mesure très courageuse. Je démonétise ce nouveau billet-là. Vous avez vécu ça? Il y avait l'Ukraine à ce moment-là. Donc, vous voulez nous dire que les arguments donnés que la situation actuelle est liée à ce qui s'est passé en Ukraine, ce sont des arguments non fondés. Il faut relativiser, madame. Je dis que... Professeur, avant de continuer, d'abord un mot en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement des bases sous Tshisekedi. Un mot. Oui, la gratuité, ça devait être ça parce que je vous ai dit, elle existait déjà sous le régime colonial. Okay. Elle existe, la gratuité de l'enseignement. Vous l'avez à Cuba, la gratuité des soins médicaux, vous l'avez à Cuba, vous l'avez au Nicaragua, vous l'avez au Venezuela, vous l'avez dans beaucoup de pays. Dans la RDC, il restait que la RDC. Hein? Professeur, changeons à présent de chapitre pour parler un peu de la répression de la marche du 22 avril dernier, la marche organisée par les CID pour dire non à l'actuelle loi électorale. Votre réaction, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est le retour aux anciennes pratiques, des pratiques vécues que vous, l'opposition, vous avez vécues sous le règne de Joseph Kabila Kabange? Répression des marches. Globalement, oui, mais laissez-moi quand même entrer dans les détails. Oui, quelques minutes. Allez-y, allez-y. Oui, madame. Allez-y, professeur. L'une de mes dernières publications. Et c'est quoi le nom de cette publication? Un livre, un article? C'est un livre. Un livre. C'est un livre. Il est intitulé Similitudes entre le régime colonial, le régime impère, le régime PPRD, le régime FCC Cash, le régime Union Sacrée. Il s'est vendu pour le livre. montrer simplement, pour démontrer que rien de fondamental n'a changé. Nous reproduisons le régime colonial, nous changeons de gouvernement, mais comme je dis, sur les mêmes bases économiques, juridico-politiques, socio-culturelles. Parce qu'on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets, vous ne pouvez pas être étonné de ce qui se passe aujourd'hui parce que vous reproduisez les mêmes choses. Donc il fallait commencer par le camion, comme vous l'aviez dit. Le régime colonial connaissait des répressions. Le régime Mobutu a institué les répressions. Le régime de Joseph Kabila, il y a eu des répressions. Nos amis
qui étaient hier dans l'opposition, puisqu'ils agissent sur les mêmes bases, ils reproduisent les répressions après les avoir condamnés hier. C'est un peu comme en France. Vous voyez aujourd'hui, depuis un certain temps, la gauche française, c'est-à-dire les communistes et les socialistes, sont en train de disparaître. Petit à petit. Oui, parce que la gauche n'était pas différente de la droite. Mitterrand et après lui Hollande ont tué, ont fait des coups d'État en Afrique comme leurs prédécesseurs. C'est sous Hollande, c'est sous Mitterrand qu'on a tué le jeune homme là-bas, Thomas Sankara. C'est la même Europe. C'est le même système. Et puisque les Français se sont rendus compte que la gauche égale la droite, ils trouvent, mais à quoi bon continuer à voter? Ici, je crains fort qu'on arrive... On risque de vivre cela en RDC. On arrive aussi on risque de vivre cela en disant... Ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont à l'opposition, puisqu'ils font exactement la même chose, pourquoi aller perdre le temps à aller voter les gens? Vous votez quelqu'un, il devient député au Parlement, il entérine un budget qu'il sait en âme et conscience qu'il est modique. Il dit il est modique, mais il vote quand même pour ce budget, alors qu'il sait que c'est vous qui l'avez envoyé là-bas. Et il est étonné, hypocritement ou naïvement, que vous soyez mal payé. Donc, à quoi sert alors la fonction d'un député si c'est pour aller trahir au Parlement? Toutes ces questions-là, les gens intelligents sont en train de se le poser, mais le fond, c'est comme nous avons dit, nous avons commis l'erreur de changer de chauffeur pour un camion sérieusement en panne. En panne. Professeur, une dernière question avant de prendre un autre dossier. Il y a quelqu'un reçu sur ce plateau quelques mois avant vous qui avait dit que ça ne servait à rien de continuer à organiser des élections. Il fallait avoir un temps pour essayer de réparer quand même ces camions-là. Il faut absolument réparer le camion. Donc on n'a pas besoin d'avoir des élections? Non. Je dis, les deux devaient marcher ensemble. Relisez, madame, le discours du 30 juin. Bientôt, c'est le 30 juin. Dans quelques mois. Hein? Qu'est-ce que Lumumba dit, entre autres? Nous avons connu des lois, nous avons connu des salaires qui ne nous permettaient pas d'habiller, de nourrir nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu des conditions de transport déshumanisantes. Mais nous qui prenons le pouvoir aujourd'hui, tout cela, nous devons le changer. Nous allons vous démontrer ce que peut un noir s'il travaille dans la liberté. Mais madame, la situation que décrit Lumumba en 60, en matière de transport, là, c'est en 60. est telle qu'on vous transporte aujourd'hui. Est-ce que c'est différent? Il y a combien d'accidents de train, d'accidents de véhicules sur les routes de l'intérieur? Quel est l'état des routes à Kinshasa? Est-ce que c'est différent? Hein? Qu'est-ce que nous avons finalement changé?
Si vous prenez Mais nous rappelons que vous aussi, vous avez quand même contribué à cette situation parce que vous avez été un ministre dans cette pays. Vous avez contribué. Je n'accuse personne. Je nous renvoie au principe. Au principe, voilà. Et le principe de base, je me répète, le colonisateur est allé en Amérique latine, en Asie, en Afrique pour le besoin de faire son bonheur. Merci. Pour faire son bonheur, il devait avoir de l'argent. Pour avoir l'argent, il a transformé nos pays en colonies. Pour son bonheur, pas pour notre bonheur. Et il a mis les structures qui lui permettaient de se faire de l'argent. Il s'est fait de l'argent. Au bout de la colonisation, les pays colonisateurs sont sortis pays développés. Les pays colonisés sont sortis pays sous-développés et ça continue. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, prenons à présent le deuxième dossier de votre magazine Info 7. Ceci marque la fin d'un épisode tout de même. Un des attributs de la régénérescence du parti présidentiel sous le leadership confirmé de Augustin Kabouya, dit Mwanabouté du chef de l'État. Comme tout bon responsable d'un aussi grand parti que l'UDPS, Augustin Kabouya a tenu à être témoin oculaire depuis le Palais du Peuple de l'élection au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, de celui qui a été désigné pour récupérer les postes du parti à l'Assemblée nationale, jadis occupé par le député national Jean-Marc Kabunda Kabunda. Après avoir été accueilli avec admiration par les députés nationaux et autres membres de l'Assemblée nationale, le patron de l'administration du parti au pouvoir a été reçu avec honneur par Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement, avec qui ils ont eu un tête-à-tête prolixe. Pendant que les deux personnalités regagnaient la salle de plénière où devrait avoir lieu l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Augustin Kabouya a été aperçu comme la star du jour, car députés nationaux, combattants et publics voulaient immortaliser le peu de temps passé avec. C'est dans un climat de concorde que la majorité des députés, soit 402 députés nationaux sur un total de 439, ont voté les députés constitutionnalistes de l'UDPS, André Mbatamangou Betoukoumessou, au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. S'étant approché pour féliciter le remplaçant de Jean-Marc Kabunda Kabund, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, n'a pas manqué de prodiguer de sages conseils à celui qui désormais devra jouer un rôle important pour la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Les combattants, quant à eux, ont choisi de célébrer cette victoire avec l'hymne du parti. Pour Augustin Kabouya, l'élection de André Mbata Séjour avec un succès jamais réalisé avant prouve à suffisance que le chef de l'État continue à garder sa majorité au Parlement en dépit des chantages, des mauvais goûts. C'était prévisible, c'est ce qui prouve à la face du monde que le chef de l'État continue toujours à garder la majorité. Ce n'était pas inattendu. Un autre point important, c'est de remercier tous les députés nationaux qui ont pris part à l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale proposé par l'UDPS. A noter que dans Somo, avant son installation, le désormais premier vice-président de l'Assemblée nationale a, après avoir remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi, qu'il a affectueusement appelé béton sacré, le professeur André Mbata n'a pas manqué de reconnaître le leadership incontournable du parti, incarné par son secrétaire général, Augustin Kabouya. Je veillerai sur les initiatives législatives, particulièrement sur les propositions de loi ou les initiatives de loi initiées par les collègues députés nationaux. Dans le passé, les collègues députés nationaux qui avaient transmis leurs propositions de loi au bureau de l'Assemblée nationale restaient des mois sans recevoir un accusé de réception du premier vice-président. Certains n'en recevaient pas du tout. Dans d'autres cas, les propositions de loi n'étaient pas transmises à temps au traitement du bureau d'études. Et même lorsque le bureau d'études avait délibéré et émis des avis positifs,
ces propositions de loi n'étaient pas toujours programmées à temps pour délibération en plénière. C'est ce qui explique le nombre des arriérés législatifs. Je m'efforcerai pour ma part de faire en sorte que cette situation puisse changer. Je ferai de tout mon mieux pour que les initiatives législatives émanant des collègues reçoivent le traitement le plus rapide qu'ils méritent. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale fait également du premier vice-président de l'Assemblée nationale le premier responsable des relations du bureau avec les groupes parlementaires. Sous mon leadership, ces relations avec les bureaux et les groupes parlementaires seront redynamisées. Les groupes parlementaires devraient être encouragés à mener une vie nouvelle avec la sérénité et la convivialité qui devraient régner en leur sein ainsi que dans leur rapport avec le bureau de l'Assemblée nationale. Un effort pourrait être fait pour la création de nouveaux groupes parlementaires, pour éviter que plusieurs dizaines de nos collègues ne se trouvent pas en dehors des groupes parlementaires et ne participent pas activement à la vie parlementaire. Notre bureau restera accessible à tous les groupes parlementaires, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Honorables députés, chers collègues, nous venons d'épuiser la liste de tous les orateurs inscrits pour prendre la parole. Au total, 90 intervenants ont pris la parole au cours de ce débat général durant 3 jours. Chers collègues, merci beaucoup pour la participation active et nombreuse à ces 3 séances de débat général. Vous avez démontré à l'opinion que l'Union sacrée est capable de traiter les problèmes du pays rien que dans le souci de sauvegarder l'intérêt général. Vous l'avez fait, vous l'avez démontré. Vous avez été critique. Vous avez dit des choses que l'opposition aurait dû dire. Vous avez tout dit. Vous n'avez rien raté. Félicitations pour ce courage et ce sens de responsabilité. Le gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a totalisé une année. Professeur Kalele, le Premier ministre dresse un bilan satisfaisant. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Mais on ne pouvait pas attendre autre chose de lui-même. Il a prêché pour sa chapelle. Psychologiquement, ça se comprend. Psychologiquement? Oui. Il ne peut pas dire j'ai échoué. Il ne peut dire que j'ai réussi. Bon, mais la population qui vit au quotidien au Congo, qui voit la flambée des prix. Vous êtes une dame, vous allez chaque jour au marché. Est-ce que ça vous arrange comme les paniers de la ménagère? Les gens qui circulent sur la route ici à Kinshasa, les gens qui vivent à gauche, à droite, dont les maisons sont emportées par les érosions, ils diraient la même chose que Sama Lukonde. Le projet Zéro Trou que lui-même il avait lancé, hein? Oui, mais j'espère quand même qu'il circule dans cette ville. Parce que j'ai connu un recteur, le père de Saint-Moulin, ici à Lovanium, qui circulait dans les auditoires et même dans les maisons des professeurs pour voir l'état de maison.
aujourd'hui, l'état de route à Kinshasa, surtout après la pluie, aujourd'hui, la manière dont le Wewa circule dans la ville, aujourd'hui, les tensions qui se passent au Katanga, vous mettez ça dans quel panier? Non, du mais positif ou du négatif? C'est positif, selon Jean-Michel Samaloukonde et son gouvernement. Oui, mais messieurs, nous ne sommes pas dans une, nous sommes pas dans une dans une église. Non, toutes ces choses Quand là, le pasteur dit c'est clair. Alléluia, Amen. Samaloukonde a dit tout marche bien. Nous, on doit dire Amen. Alors que nous vivons, tout marche que bien. nous vivons, oui, tout marche bien pour lui et pour les gens qui l'entourent. Mais le Congolais moyen, je parle de la capitale. De la capitale. Je parle de la capitale. On a vu, monsieur le président de la République, au Kassai, vous êtes journaliste. Est-ce qu'il a pu avancer vers Kabinda? Vous n'avez pas vu Les routes se trouvent dans un état délabrement très avancé. Tout ça aussi, c'est positif. Oui, selon Samaloukonde, c'est positif. Madame, je dis, moi, je ne suis pas... Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, même à Kinshasa. C'est positif. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, mais il y a du courant, il y a de l'eau dans sa résidence. Voilà pourquoi il dit c'est positif. Bon, s'il extrapole sa résidence au reste du pays, il peut parler comme ça, mais il aurait dû dire, pour moi, tout va très bien, mais pour la majorité des Congolais, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. Moi, j'ai vu le triangle là-bas, la route vers le campus. Vers Unikin, l'université de Kinshasa. CNPP, Mongafula et tout ça. Un monsieur, Wewa, qui se dit de l'association Assofachi, cogne un véhicule d'un professeur. D'un professeur d'université. D'université. Il descend du véhicule, il gifle le professeur. Ah, ça, c'est le Wewa. Je suis de l'assaut Fachi. Les tensions que vous avez au Katanga, c'est ça. Les tensions qu'on a connues à Kasumbalesa avec les Bilanga, c'était ça. Tout ça, vous dites que c'est positif. Donc, ils ne sont pas de vrais warriors. Non, on les a appelés les warriors. C'est vous qui tirez. Les noms, on peut se les donner. Moi, j'ai vu aussi des collègues à l'université s'appeler Mao. Ils avaient le sobriquet de Mao. Est-ce qu'ils étaient des Mao Tse-tung? Hein? Non. Le nom, on dit en langage courant, l'habit ne fait pas le moine. Mais on a dit que cette année 2022, c'est l'année du peuple. Mais toi, tu es peuple. Quelles sont les conditions d'un journaliste au Congo? Toi, tu vis comme la femme que je vois sur TV5 là-bas. Hein? Vos conditions sont les mêmes? C'est l'année du peuple. Oui, mais oui. Si vous y croyez, ça va. Si vous y croyez, je dis, ça va. Parce que tout le monde qui prend le pouvoir, il a le même slogan, je vais travailler pour le peuple. Ah, donc on peut dire que le parti politique aussi, FNTC, a aussi des slogans du genre. Madame, ou bien nous nous comprenons, ou bien nous ne nous comprenons pas. Moi, je ne viens pas faire ici du journalisme. Je ne viens pas donner des nouvelles. Je viens faire des analyses de base. Je dis que aussi longtemps
que nous ne réussirons pas à revoir qualitativement les structures du sous-développement hérité de la colonisation, il sera ridicule de continuer à parler du développement de nos pays. C'est pour cela que vous voyez les pays comme le Mali, le pays comme la Guinée, le pays comme le Burkina Faso changer le fusil d'épaule, les pays comme Centrafrique changer les fusils d'épaule. Le problème, ce n'est pas de changer les acteurs, le problème, c'est de changer de système. Vous avez beaucoup insisté sur ça tout au long de ce magazine. Mais parlons quand même de la loi électorale, les débats en cours. C'est exactement la même chose. Vous pouvez changer les lois, les écrire en très bon français, ça en anglais, rien. Mais aussi longtemps que c'est sur le système colonial que vous travaillez. Vous ne ferez que renforcer ce système et vous aurez des lois que vous serez incapables d'appliquer. Ce ne sont pas les lois qui ont manqué sous Mobutu. Il y en a eu. On a même fait l'inventaire. Qu'est-ce qu'on a décidé? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Le manifeste de l'Ancélé, c'était un document merveilleux. Mais madame, vous êtes intellectuelle. Après des années de gestion Mobutu, il y a eu la lettre de 52 pages. 52 pages. Écrite par les membres, ceux qui deviendront membres de l'UDPS. Quand vous lisez cette lettre-là, il y a quoi? C'est une analyse dialectique qui fait ressortir les contradictions entre les déclarations de Mobutu et les vécus quotidiens. Ouais. Mais c'est l'histoire, elle est récente. On peut produire aujourd'hui 10 textes de loi par seconde. Mais dans le système actuel, je vous mets un défi ça ne produira de pas voir les résultats réels à part quelques saupoudrages par-ci, par-là. Madame, Messieurs, prenons à présent ce dossier qui va nous permettre de parler de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. 3 heures du matin de ce mercredi 27 avril, lorsque les M23 et leurs alliés tentent d'infiltrer les lignes des forces armées de la République démocratique du Congo sur la colline de Bugoussa, un groupement de Jomba. Le porte-parole de l'armée dans la zone, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, nous explique. À 3 heures du matin, nous avons vu une de nos positions à Djomba être encore attaquée par les M23 et leurs alliés, et ce, en violation du cessez-le-feu imposé par la hiérarchie. Et égard à cela, l'armée loyaliste a réagi de la manière la plus forte. Donc, à l'heure où nous vous parlons, nous sommes en train de consolider Bugoussa. Voilà le pourquoi de toute cette détonation d'armes que vous avez entendue. Mais c'est aussi le lieu ici de rassurer notre population que son armée est en train de travailler, son armée est vigilante et qu'elle puisse garder son calme et surtout collaborer avec son armée. Notons que c'est pour la deuxième fois en moins d'une semaine que les M23 et ses vendeurs d'illusions attaquent les positions des FARDC. Porteuse d'un message de paix auprès des rebelles de l'Ituri, la Task Force pour la paix, la réconciliation et la reconstruction de l'Ituri que dirige Thomas Lubanga a passé près de 2 mois entre les mains des miliciens Codeco.
Occasion pour elle de remercier le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour ses efforts consentis dans sa libération. Je voudrais dire un merci particulier au président de la République, chef de l'État, à qui elle réserve du reste la primeur de son rapport pour son implication personnelle, mais aussi pour le professionnalisme de sa maison militaire en vue de la libération de ses membres. Sur sa demande, une opération militaire de haute précision a été montée entre les vaillants éléments de FARDC et nos éléments détenus et qui a permis à ceux-ci de sortir sains et saufs d'une situation où la probabilité de perdre sa vie était plus grande que celle de la conserver. La task force revient avec un rapport à soumettre au chef de l'État, mais dénonce tout de même la conspiration contre la sécurité de l'Ituri, dans laquelle sont impliqués certains Congolais. Il y a des conspirations que nous avons dénichées et nous en parlerons au chef de l'État. Ce sont quand même des situations extrêmement graves pour la République. Nous ne pouvons pas en parler dans une conférence de presse comme celle-ci. Il faut rappeler que la mission menée par Thomas Lubanga lui a été confiée par le président de la République Félix Tshisekedi, qui ne jure que par la paix en Ituri, mais aussi dans l'ensemble de la partie orientale de la RDC. C'est l'image forte qui aura marqué la fin des travaux des consultations de paix de Nairobi, une image qui traduit l'acceptation par toutes les parties prenantes de l'initiative de paix prise par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Près de 30 délégués des groupes armés venus de l'Ituri, Nord et Sud Kivu ont pris connaissance et accepté toutes les résolutions prises par les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous sommes ravis de l'initiative du chef de l'État. Les groupes que je représente ici avaient déjà répondu à l'appel du chef depuis 2019. C'est un groupe qui est basé à Massissi, qui en 2019 a entendu le message du chef de l'État, a répondu à l'appel de se joindre aux efforts de pacification. Il a rendu les armes et il a remis les jeunes entre les mains de l'État. Certainement qu'il y a eu des petits problèmes d'encadrement et les jeunes sont rentrés en attendant que les choses liées, que le processus alors de démobilisation démarre effectivement. Nous louons l'initiative dans la mesure où c'est dans le cadre de recherche de la paix. Parce que, comme nous le disons toujours, il y a ceux qui disent que la paix n'a pas de prix, tout comme les autres disent aussi, la paix a toujours un prix. La paix n'a pas de prix parce que rien ne vaut la paix. La paix a toujours un prix et c'est ça le sacrifice. Que les patriotes, comme vient de se rénover avec à la tête le commandant Guido, ont toujours recherché. C'est ça le prix de la paix et tout ce que nous tous ici, y compris vous, vous êtes en train de faire ou nous sommes en train de faire pour rechercher la paix. Nous louons l'initiative parce que dans le cadre de la région ou de la sous-région, actuellement East African Community, où notre pays a adhéré, il a plu aux autorités de rechercher la paix dans le cadre de la sous-région et ils ont préféré commencer avec l'initiative en RDC avec les groupes armés. Nous avons accepté la main tendue du président de la République. Et cette initiative qui a fait que tous les groupes armés qui ont suivi avec importance pour se présenter ici à Nairobi pour voir comment pacifier toute la région. Parce que vous savez, non seulement la RDC, non seulement l'Ituri, mais ça concerne toute la région. Parce qu'au-delà de la question des faire pays, vous avez les EDF, vous avez les M23, vous avez toutes ces questions-là. L'autre moment fort de cette dernière journée aura été la participation surprise des deux chefs d'État. Depuis leurs bureaux respectifs, le président Uhuru Kenyatta et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont adressés directement aux groupes armés. S'exprimant en anglais et swahili, le président Uhuru Kenyatta a exhorté les combattants armés de la République démocratique du Congo à s'inscrire dans la voie de la paix. Pour sa part, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a félicité ses compatriotes qui ont saisi sa main tendue.
La facilitation kenyane a annoncé une autre rencontre dans les prochains jours, bien avant les conclaves d'évaluation des chefs d'État programmés fin mai. En attendant, chacun des participants devrait regagner son milieu de vie naturel. État de siège dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous en parlons encore dans ce magazine, Madame, Messieurs. Professeur Kalele, comment est-ce que vous trouvez les actions qui sont menées dans le cadre de l'état de siège dans la partie est, précisément dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, par l'armée congolaise? Elles ont échoué. Elles ont échoué? Oui, elles ont échoué parce que donc on doit lever, tous les rapports, non madame, tous les rapports que nous avons à travers vos médias, toutes les déclarations des députés de ce coin-là, tout ce que nous savons des Congolais qui habitent là, dont beaucoup ont été nos étudiants, on se plaint des tueries, on se plaint de la détérioration avancée des conditions de vie de la population. Mais ça ne pouvait pas nous étonner. Et pourquoi? Parce que cette insécurité à l'Est a des racines. La situation est d'abord et avant tout économique. Vous avez des pays qui veulent jouir des richesses du Congo, qui se sont installés là-bas pour piller ces richesses. Et ce sont des pays occidentaux et des pays africains et des pays asiatiques. Je rappelle aux quelques Congolais sérieux que la situation que l'on vit là-bas, messieurs, j'ai écrit là-dessus, c'est mon avant-dernier livre. Le Rwanda et l'Ouganda en RDC, comme l'Espagne et le Portugal en Amérique latine. Makambo mibale. C'est-à-dire que, comme l'Espagne et le Portugal ont pillé l'Amérique latine, tué les habitants là-bas, aujourd'hui vous n'entendez plus parler des Aztèques, des Incas, des Mayas. C'est des races entières qui ont été éliminées par les Portugais et les Espagnols pour avoir l'or en Amérique latine. Et c'est ce qui est en cours dans la partie Est? Mais c'est ce qui est là-bas, c'est le coltan qui intéresse ces deux pays. Les autres minéraux, ils le prennent et ils le tuent. Mais professeur, pouvons-nous dire aujourd'hui que les assises de Nairobi constituent une faiblesse pour la RDC? Madame, je vous laisse le soin de répondre. Je trouve tout simplement que c'est des histoires inutiles. C'est inutile. Parce que si je continue, autant on a éliminé les Mayas, les Incas, les Aztèques en Amérique latine pour l'or, autant on est en train d'éliminer les populations de l'Est pour avoir le coltan. Vous voyez qu'on incendie les villages, qu'on viole les femmes, qu'on détruit l'agriculture. Ces espaces-là qui restent vides, qui va les occuper? Vous avez même appris
que le Rwanda a accepté de prendre les réfugiés. Des réfugiés. Pour les mettre où? Pour les remettre dans la partie qu'il va récupérer au Congo. Faut pas... Martin Fayoulou est en train même de dire que Félix Tshisekedi est en train de concrétiser ses promesses vis-à-vis de Paul Kagame. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces promesses? Moi, je ne parle pas ici comme envoyé de Martin Fayoulou. Je parle ici comme professeur d'université un scientifique indépendant, un scientifique sociologue. Le sociologue travaille avec les faits. Ces faits, c'est ça. Même la MONUSCO ici, nous avons entendu un rapport se plaignant de la non-normalisation de la situation malgré l'état de siège. Mais malgré l'état de siège. Vous le savez, c'est la MONUSCO. Mais parfois, on apprend aussi qu'il y a des bâtiments qui ont été récupérés par l'armée congolaise. Pour combien de temps? Quand Kamere était président de l'Assemblée nationale, nous avons fait entrer dans ce pays officiellement l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, pour chasser les rebelles. Oh. L'armée ougandaise, il y a même des étrangers qui ont occupé des hautes fonctions. Oui, mais dans le régime 1+4, nous avons eu des officiers de l'armée congolaise, ougandaise dans l'armée. Nous avons eu des ministres et des députés étrangers dans nos institutions. Ça donnait quoi? Et on continue, il y a des voix qui soutiennent qu'ils continuent à être là jusqu'aujourd'hui. Mais ils sont là. Mais faites simplement un décompte courageux. Mais l'inspecteur général de l'IGF, au-delà des frontières de la RDC, a affirmé qu'il n'y avait pas la guerre dans ce coin. Sans langage que lui. Ce monsieur-là, on a, à un moment donné, avec le travail qu'il faisait de débusquer les détournements, son crédit social commençait à augmenter. Ah, son crédit social? Oui, le crédit social de Gilles Adinguet? Oui, mais depuis ce qu'il a dit dernièrement là-bas, je crois qu'il a soldé ce crédit. Parce qu'il a réellement tapé à côté. Il a tapé à côté. Mais ce n'est pas quand même pour rassurer. Il faut rassurer les investisseurs parce que la RDC a besoin des investisseurs, professeur. Oui. D'abord, c'est ridicule de continuer à croire que le développement du Congo viendra des étrangers. C'est absolument ridicule. 2. Nos ambassades ici, avec leurs... comment est-ce qu'on appelle, les chargés d'affaires, ils suivent la situation au jour le jour. Les services de sécurité étrangers savent tout ce qui se passe en RDC. Tout ce qui se passe. Et ils savent également que une bonne partie de la guerre de l'Est est commanditée par eux, par les pays étrangers. Venir affirmer qu'il n'y a pas de guerre. C'est ridicule. Vous vous moquez de qui? Maintenant, j'entends ses amis là-bas chercher à le défendre. Non, on a déformé. Non, il a parlé en français. Il a parlé en français? Oui, nous avons suivi. Nous n'étions pas du tout d'accord. Il faut quand même avoir le courage que Monoko Ebetaka Libaku. Vous corrigez. Exactement. Ce qu'il a dit là, il ne pouvait pas le dire. Il a tapé à côté. Il a été interpellé même à l'Assemblée nationale. Qu'on voit la guerre. Est-ce que l'Assemblée nationale est-ce qu'il est redevable devant l'Assemblée nationale? N'importe quel Congolais a le droit d'émettre un avis sur un autre Congolais qui parle du Congo en disant qu'on ne voit la guerre qu'à la télévision.
En tout cas. Si vous le voyez, conseillez-le. Il a commis un hiatus, il doit se corriger. Ses amis ont intérêt à avoir le le dissuader, oui, de ne plus faire de tels propos, de se surveiller quand il parle, au lieu de chercher à le défendre, faute de quoi ils vont être accusés aussi de complicité. Mais professeur, est-ce que Jules Alingueté est responsable devant le Parlement parce qu'il y a un député qui l'a interpellé? Madame, ça c'est juridique. C'est juridique. Quand il dit ce qu'il a dit là, les gens de l'Est qui ont protesté, qui vivent ces atrocités-là, est-ce qu'ils doivent être députés pour protester? Les gens de Mboussa, du parti de Mboussa, ils doivent tous être députés. Nous tous qui avons dit non, c'est Alingueté. Oui. Non, papa. Ezabongote, Okosi. Nous n'avons pas le devoir d'être un député. Il a mal parlé, il doit se corriger. Il doit se corriger. Et éviter dans l'avenir de commettre les mêmes bêtises. Madame, Messieurs, à présent, prenons le dernier dossier de Info 7. Nous allons parler des assises qui se sont tenues ou qui se tiennent dans le Haut-Katanga, qui se sont clôturées, voilà, le samedi 30 avril 2022, en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est depuis la matinée de ce mercredi que les Louchoises et Louchois se sont massivement mobilisés pour accueillir chaleureusement le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui effectue une visite de travail à Lubumbashi. À l'aéroport international de la Luano, le chef de l'État a été accueilli par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, à sa descente d'avion et il a traversé la haie d'honneur. Le Premier ministre Sama Lukonde et une délégation des membres du gouvernement, d'autres officiels, en l'occurrence le gouverneur de 9 provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï, ont aussi salué le chef de l'État à l'aéroport. Sur place à Lubumbashi, le président de la République va avoir des échanges avec des notables et leaders du Grand Katanga en vue d'appréhender les enjeux de développement de cet espace. Dans la capitale cuprifère, le président de la République visitera aussi quelques ouvrages réalisés dans différentes localités du Grand Katanga pour une évaluation des progrès socio-économiques réalisés depuis 3 ans. Le développement du Grand Katanga est aussi tributaire du meilleur climat de paix, d'entente et de cohésion entre les différentes communautés vivant dans cette contrée du pays. C'est dans cette optique que le Premier ministre Sama Lukonde a procédé le vendredi 22 avril à Lubumbashi au lancement des travaux de la conférence interprovinciale entre le Grand Katanga et le Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique de leurs communautés. Les assises de cette table ronde visent le rapprochement de deux communautés, katangaises et kassaïennes, appelées depuis des lustres à vivre ensemble dans la paix, l'unité et la cohésion qui caractérisent le peuple congolais. Les forces vives de Lubumbashi ont, en dépit de l'heure tardive, communié avec le chef de l'État dès l'aéroport jusqu'à sa résidence officielle.
jours avant la clôture de la conférence interprovinciale Grand Katanga-Grand Kasaï sur la paix sociale et le vivre ensemble entre les deux communautés, le ministre de l'Intérieur et Sécurité s'est dit satisfait du déroulement de ces assises. Maître Daniel Asselo Kitowakoy, qui séjourne à Lubumbashi depuis le début de ses travaux, espère qu'ils permettront à la population des deux espaces de s'éloigner des discours haineux, œuvre selon lui de certains politiciens. Il a confirmé que tout est prêt pour la clôture de cette conférence sur la paix sociale. Les travaux ont suffisamment avancé. Il me semble même que c'est ce matin ici, de ce vendredi, qu'ils vont mettre tout en commun, de manière à ce que la clôture, par son Excellence, Monsieur le Président de la République, de ces travaux, puisse intervenir demain samedi. Maître Daniel Asselo a également fait savoir que toutes les personnes concernées ont été reçues au cours de ces assises pour que la paix soit effective dans la ville de Lubumbashi. Entre Katanga et Kasaï, qui n'a pas besoin de la paix? Tout le monde a besoin de la paix. Mais seulement, ce que nous faisons observer, c'est que il y a des tireurs de ficelles. Il y a des gens qui sont en train de manipuler de jeunes gens, de partis politiques, des jeunes gens qui sont de tel ou tel coin, pour que ça s'embrase, on ne sait pas pourquoi. Bon, mais la nation est informée. Pourquoi vous voyez, nous sommes tous là, le président de la République, le premier ministre et moi-même ministre de l'Intérieur, nous sommes là et nous avons pu, avec la coordination du chef de l'État, recevoir toutes les personnes, tous les groupes estimés nécessaires pour apporter quelque chose de manière à ce que la paix soit effective dans cette ville de Lubumbashi. C'est en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que cette conférence sur la paix sociale va se clôturer. Il est ici question de réconcilier le camp Wenge Musika disloqué il y a de cela plus d'une décennie. Le projet de réconciliation conçu par Amadou Diaby, directeur général de Mansa Musique RDC, était au centre de l'entretien entre le nom précité et le PDG Chabani Record, qui d'ailleurs accorde son soutien total à son hôte. Je soutiens à 1000% ce projet. Congo va soutenir à ce spot, page magazine, les émissions, on va soutenir ces projets parce que c'est notre génération. Au sortir de cette audience, le porte-parole de Mansa Musique RDC parle de l'objectif poursuivi dans ce projet dit de réconciliation du camp Wenge Musika. Vous savez, il y a quelques années, Wenge Musika était devenu un symbole de division. Wenge Musika a divisé les familles, les foyers, les entreprises, il a divisé presque toute la société congolaise. Mais aujourd'hui, à travers M. Amadou Diaby et sa maison de production Mansa Musique, Wenge Musika est devenu un symbole de réconciliation, un symbole d'unité, un symbole de paix. Et nous invitons tous les Congolais à suivre cet exemple, de se réconcilier avec tout un chacun, d'être unis et que la paix règne au Congo. Il s'y est dénoté par ailleurs qu'après l'audience, Amadou Diaby a visité les installations de Congo Web avant d'annoncer un concert pour le 30 juin prochain à Kinshasa. Professeur Kalele, des assises à Lubumbashi pour remettre les deux peuples, les Kasaïens et les Katangais, ensemble, après ce qui s'est passé. Est-ce que c'était une bonne démarche pour le gouvernement? Compte tenu de la réalité sur le lieu, il fallait ça. Mais moi, je suis né au Katanga. J'ai fait mes études universitaires au Katanga. J'ai enseigné longtemps à l'université de Lubumbashi. J'ai connu les tensions entre Katangais et Kasaïens sous Kyungu Wakumwanza. Personnel. Oui, bon, je ne sais pas si son âme doit reposer aussi en paix. Ah, mais pourquoi pas? Je ne sais pas. Ça, c'est vous-même. Ok. Madame,
je sais que les tensions qu'on a vécues là-bas prenaient des allures telles que elles risquaient de déboucher sur une guerre civile. Il fallait qu'on y mette fin. Mais ça ne suffit pas simplement de se réunir. Qu'est-ce qu'il fallait J'ai faire? entendu beaucoup de gens à travers les médias qui ont analysé la situation avec beaucoup de justesse. Mais nous sommes à la télévision, nous avons l'impératif du temps, on a aligné beaucoup de sujets. Mais ce sujet-là suffirait pour une seule émission. En plus d'une heure pour en parler. Oui, en plus d'une heure. Mais parce que les Kassaïens, les Katangais, les Burundais, les Malawites, les Rwandais ont vécu au Katanga, recrutés par l'Union minière du Haut-Katanga. Et pour quel but? Ce sont pour l'exploitation du cuivre. Ok. Ils ont vécu en bonne intelligence ensemble. Ils se sont mariés entre eux sans problème. Toute la période coloniale durant. Et qu'est-ce qui est venu après pour que... Ce qui est venu après, c'est l'indépendance. Quand les Blancs, les Belges, ont senti qu'avec Lumumba, les Congolais se mettaient ensemble pour les chasser, ils ont appliqué le principe très simple, lesquels? Diviser pour mieux régner. Ils ont opposé les Noirs entre eux en disant aux Katangais, les Kassaïens sont des étrangers qui sont venus d'ailleurs, ils veulent prendre vos places. Ils ont instrumentalisé C'est un Tchombe. pari gagné pour eux. Ils ont instrumentalisé Tchombe, mais surtout Munongogo des fois, qui s'est même fait surnommer Kifuakio, c'est-à-dire balai. On a commencé à faire la chasse aux Kassaïens. Et c'était une La situation guerre, grave. non, la tension, ce n'est pas une tension tribale, c'est une tension politique. Parce qu'au même moment où on chassait les Kassaïens du Katanga, au même moment, on opposait les Luluwa, aux Baluba, aux Kassai. Si au Katanga, c'était l'Union minière, mais au Kassai, c'était l'Église catholique, avec Monseigneur Mels à l'époque. Les Baluba ont été chassés de Luluabourg. En complicité avec l'Église catholique. C'est la colonisation. Mais vous savez que la colonisation avait 3 piliers. Lesquels? Les trusts, les missions catholiques, l'administration. Il y a eu les tensions Balou-Balouloua. Les Balouba ont été chassés du Kasaï occidental. On a créé même le diocèse de Mbujimaï à partir de ces événements-là. Vous le savez très bien. Ce qui se répète, ce qui se produit aujourd'hui, je dis c'est une reproduction. Mobutu a mis tout le monde ensemble après sa prise de pouvoir. Oui, il y avait permutation de... On pouvait voir un Louba qui est dans une autre province à la tête, on pouvait prendre un autre... tout le monde. Donc c'était comme ça. Mais monsieur Koyadialo a travaillé au Katanga. Il était adulé par les Katangais. Donc chaque Congolais s'est trouvé à l'aise. Moulendambo
s'est marié, je me suis marié dans la même famille que Moulin Dambo. Nos femmes sont des sœurs. Il était PDG au Katanga. Est-ce qu'il y avait un problème? Il n'y avait pas de problème. Quand Mobutu a senti que les Congolais se liguaient contre lui pour le chasser, il est allé s'inspirer des archives belges pour opposer les Katangais aux Kasaïens. Ça, c'est l'histoire. Pendant la paix, il n'y a pas de problème entre les tribus. Que quand un leader politique sait qu'il est en perte de vitesse, il ressuscite le tribalisme. Aujourd'hui, ce sont les politiciens qui sont à la base de cette situation. Aujourd'hui, madame, quand on dit les tensions entre Kasaïens et Katangais, oui, c'est un fait réel. J'ai entendu les gens dire bon, on n'a pas investi au Kasaï. D'accord, je dis oui. On a demandé aux Kasaïens d'aller investir chez eux. Je dis d'accord à condition qu'on corrige cette vision que c'est le blanc qui viendra investir. Le Kasaï a eu beaucoup d'argent sous Kalonji. L'article 15. Les gens ont été autorisés à creuser le diamant comme ils voulaient. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? On s'est marié, on a nettoyé les voitures avec de la bière. On a eu beaucoup de femmes. Mais on n'a pas investi. On attendait que le blanc aille investir. C'est le contraire avec les Nandes dans le Kivu. Qui ont construit chez eux. Donc, il faut appliquer ce que Mabika Kalanda, qui est un Kasaïen, a dit, la décolonisation mentale. Aujourd'hui, le comportement des individus crée effectivement trop de tensions. Et il faut discipliner les gens. Tel que les Wewa se comportent là. Ils se seraient comportés comme ça sous Laurent Désiré Kabila, dans cette ville, circuler comme ça, sans respect du code de conduite. Ils se seraient comportés comme ça sous Mobutu? Non. Professeur, après ces assises de Lubumbashi, quelles sont les actions que le gouvernement devra mener pour qu'enfin la paix puisse régner entre les deux peuples? Bon, je n'ai pas encore lu les résolutions, mais je dis, il y a, avant que l'on commence à créer des entreprises, comme les gens les suggèrent, vous ne créez pas les entreprises, vous ne décidez pas de créer une entreprise le matin, et elle commence à engager les gens à midi. Non, je dis, les pouvoirs publics doivent apprendre aux gens de se discipliner, de savoir se comporter correctement. Nous avons, je reviens, étudié à l'université de Lubumbashi. Il y avait des Bakongo, des gens de l'Équateur, il y avait tout le monde. Tout le monde. On n'a jamais connu de tensions de ce genre-là. Il y avait même des Burundais, des Rwandais, des Soudanais. Il y a même certains observateurs qui estiment que la RDC était partie vite en besogne pour demander son indépendance. Non, ces gens-là, je souhaite qu'ils meurent et que leur âme ne repose jamais en paix. Il n'est jamais trop tard pour devenir libre. Qu'ils relisent la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle dit: nous naissons libres et égaux. L'inégalité, l'esclavage, ce sont des accidents de l'histoire. Nous n'avons pas simplement
su gérer notre indépendance. C'est pour cela il que est temps de recadrer aussi les tirs. Des écrivains comme Colette Brackman parlent de la nécessité d'une deuxième indépendance. Pour la RDC. Pour la RDC, et je dirais même pour l'Afrique, et je reviens à ce que je dis, du Mali et des autres. Professeur, nous sommes pratiquement à la fin de ce rendez-vous de la semaine. Front pour un nouveau type des Congolais, c'est votre parti politique. 2023, c'est déjà des élections dans le respect de la constitution de la RDC. Est-ce que vous serez en ligne? Vous serez dans la course? Je pense. Je vais aligner les candidats en ce parti-là à tous les niveaux. Mais, madame, je suis au regret de constater que les cycles passés, il y a eu plus nomination des députés nomination. Élection des députés. Mais Denis Kadima promet des élections libres, transparentes. Oui, mais il ne peut pas dire, il ne peut pas dire autre chose, qu'il va faire autre chose, non. Ses prédécesseurs, même Mobutu, promettaient les élections libres et indépendantes. Mais on savait que Mobutu, pendant qu'on votait à l'Équateur, il proclamait déjà les résultats ici. Mais les Blancs le reconnaissaient comme élu. On traitait avec lui. Joseph Kabila, pareil. Hein? Les Blancs savaient qu'il n'était pas élu, mais ils ont traité avec lui. Le régime actuel, c'est la même chose. Et en 2023, votre candidat président? Oh, le candidat, quand il va se prononcer, je vais juger. C'est la fin? Ça peut être aussi moi-même. Ah, professeur, quel est le candidat président? Bon, ça peut aussi être moi-même, pourquoi pas? Nous attendons votre candidature. Les Congolais attendent votre candidature à la présidence 2023. Ce n'est pas exclu. La loi dit, la Constitution dit que chaque Congolais peut se présenter candidat, y compris à la présidence. Pourquoi vous excluez le professeur Khalil? Personne ne vous exclut, professeur. Professeur, vous êtes... Il y aura des candidats. Parmi ces candidats, je peux aussi décider de dire je suis candidat, comme je vais soutenir tel et pas tel. Voilà. Professeur, cette question, vous êtes un ancien, vous êtes un Congolais, vous avez vu des générations. Aujourd'hui, nous voyons des artistes de Wenge qui reviennent se mettre ensemble. Nous avons vu quelques artistes qui sont déjà arrivés. La clique, c'est Wenge là que vous avez vu hier. Aujourd'hui, ils sont revenus ensemble. Ils ont d'ailleurs, si je ne me trompe pas, un rendez-vous. Ils vont offrir un spectacle aux Congolais de Kinshasa. Votre mot? C'est une bonne chose, parce que nous avons... Cette réconciliation. Non, oui, nous avons connu trop d'éclatements d'orchestre. Nous n'avons vécu que ça. Maintenant qu'ils se disent... Un concert le 30 juin. Nous nous mettons ensemble, on dit ok. C'est une bonne chose pourvu que ça continue, que ça aille de l'avant. C'est comme ce dont nous venons de parler, la réconciliation entre les Katangais et les Kassaïens. C'est une bonne chose, mais il ne faut pas que ça soit un show. Il faut bâtir et rebâtir sur des bases très solides. C'est le Congo qui va gagner. Après eux, j'espère aussi qu'il y aura réconciliation au niveau des églises. Il y a trop d'églises.
Il y a trop d'églises. Oui, mais pour le même Jésus-Christ, pour la même Bible, etc. Ça nous dérange. Ok. Mais vous avez quand même un souvenir de Wenge? Oui, j'ai dansé. Ah, vous avez dansé. Le 30 juin, vous irez encore danser, professeur? Bon, je verrai. Je pense que danser, c'est une distraction. Il y a le loisir aussi. Il faut de temps en temps se distraire. Merci beaucoup, professeur. J'irai danser avec toi. Merci beaucoup, professeur. Est-ce que vous avez oublié de dire quelque chose à la population qui est en train de vous suivre? Non, nous avons suffisamment parlé. Mon souhait serait que certains des thèmes que nous avons analysés un peu superficiellement méritent d'être approfondis. 1. Le thème des tensions entre Baluba du Katanga Baluba du Kasaï et les différentes tribus du Katanga, ce qu'on a appelé la Konakat. C'est des thèmes qui méritent d'être approfondis. Comment ils ont vécu dans le passé, qu'est-ce qui les a opposés, combien de fois, comment on a réconcilié ça. Parce que moi-même, à Lubumbashi, j'ai organisé ce genre d'assises entre les Kasaïens et les Katangais. Il faut continuer encore à les organiser, professeur. Oui, je dis, si le problème est mal posé, s'il est superficiel, vous n'arriverez pas à des solutions de fond. Il faut connaître les causes profondes, les acteurs primordiaux, parce que les autres, c'est des suiveurs. Dans cette histoire-là, si je dis les premiers échauffourés, c'était le colonisateur, l'union minière. Les deuxièmes échauffourés, c'était le MPR avec Mobutu comme disciple des colonisateurs. Est-ce que le problème actuel est posé de cette même manière-là? Hein? Cette situation avec ces problèmes. Oui, mais il faut en connaître les causes. Voilà, nous aurons encore le plaisir de vous recevoir pour en parler. D'accord. Madame, Messieurs, c'est complètement fini pour notre rendez-vous de la semaine. Le professeur Kalele était bien notre invité. Il est président, je rappelle, président du FNTC, Front pour un nouveau type des Congolais, un parti politique, membre de la coalition Lamuka. Merci, professeur, d'être passé dans Info 7. Merci, madame. Merci à vous, madame, messieurs, pour votre fidélité à Congo Web Télévision. Je ne cesserai pas de le dire, Info 7 est magazine de Congo Web Télévision, Info 7 votre magazine, Info 7 notre magazine. Merci de rester toujours fidèle. C'est l'heure. Au revoir.